doctorant en dernière année à l'université Grenoble-Alpes, plus précisément, en co-tutelle entre le laboratoire de planétologie et d'astrophysique de Grenoble et puis le laboratoire interdisciplinaire de physique. Donc déjà, je vous remercie pour, votre invitation. Ça me fait très plaisir de donner comme ça une petite présentation, en école d'ingénieur. J'étais moi-même en école d'ingénieur il n'y a pas très longtemps. Juste pour dire en 2 mots mon parcours, comme le proposait Emeline. Donc, moi j'ai un parcours finalement, assez classique parce que j'ai suivi j'ai fait une classe prépa ici à Grenoble, puis ensuite une école d'ingénieur à Supoptic en région parisienne. Hem et la particularité, c'est que pendant mon école d'ingénieur, j'étais aussi en apprentissage, à l'IPAG où je travaillais aussi, sur du design optique pour des instruments spatiaux et puis au sol. Et à la suite, de cet apprentissage, j'ai fait un master recherche, puis, débuté une thèse, ici à Grenoble, qui est centrée plutôt sur la recherche instrumentale, c'est-à-dire la recherche amont pour identifier et concevoir de nouveaux concepts d'instruments, qui permettent d'observer le ciel. Et plus particulièrement, moi, dans ma thèse, je m'intéresse, à appliquer ces instruments à l'observation des systèmes planétaires ou exoplanétaires en formation. Et ça, j'en dirai un petit peu plus, dans la conférence. Comme c'est une conférence qui va être centrée sur les moyens d'observation, je l'ai appelée «Nouveaux yeux vers l'infini» parce que réellement, c'est un nouveau regard que ces instruments nous permettent d'avoir sur l'univers. Et la photo que vous voyez ici, c'est une photo que vous reconnaissez peut-être, de l'Observatoire européen, austral. Donc c'est le Very Large Telescope ou VLT, qui est un observatoire constitué de 4 grands télescopes de 8 mètres que vous voyez ici et de 4 petits télescopes ici de 2 mètres, qui peuvent fonctionner soit individuellement, soit, comme je l'expliquerai dans la conférence, de manière interférométrique pour former une espèce de télescope virtuel géant regroupant tous ces télescopes. Alors dans cette conférence, justement, je vais parler des moyens d'observation et quels nouveaux regards ils nous permettent d'avoir sur notre univers. Et pour cette conférence, finalement, ça tombe à un moment qui est extrêmement excitant d'un point de vue de la recherche scientifique, parce qu'il est extrêmement actif. Et ici, j'ai mis 2 photos, dont une que vous reconnaissez peut-être, qui a fait beaucoup parler d'elle il y a 2 ans, en 2019, qui est ce qu'on appelait la première image d'un trou noir. En fait, qu'est-ce qu'on voit sur cette image? On voit essentiellement l'environnement d'un trou noir supermassif qui est situé dans une galaxie appelée M87. Heu, donc un trou noir autour duquel orbitent, des matériaux, autour dans ce qu'on appelle un disque d'accrétion qui entoure ce trou noir et qui émet du rayonnement, qui est ici photographié, on va dire, en rayonnement radio. Cette photographie, en fait, c'est pas vraiment une photographie, c'est une image qui a été produite par une technique qu'on appelle la synthèse d'ouverture et dont justement je vais expliquer, le principe dans la conférence. La deuxième photo que vous voyez ici, elle est liée, à une actualité encore plus récente, puisque ce qu'on voit ici, c'est, ce qu'on appelle le centre galactique, c'est-à-dire la zone située au centre de notre Voie lactée et au milieu duquel se trouve également un trou noir supermassif, autour duquel orbitent ces étoiles que vous voyez ici. Et cet objet, il a fait parler de lui parce que, justement, le prix Nobel de physique de cette année a été accordé, en partie à l'étude de ce trou noir supermassif par 2 scientifiques appelés Andrea Ghez, pardon, et Reinhard Genzel, dont je parlerai également dans la suite. Donc ça, ces observations-là, elles regroupent l'étude des trous noirs supermassifs, mais ce n'est pas les seules révolutions qui se sont un peu produites ces dernières années. Il y a aussi eu énormément de nouvelles observations et de nouvelles techniques d'observation qui ont permis d'approfondir notre compréhension des systèmes exoplanétaires, donc des systèmes ou systèmes planétaires extrasolaires, c'est-à-dire les planètes qui orbitent autour d'étoiles autres que la nôtre. Et donc notamment ici, vous voyez une image qui est en fait ce qu'on a appelé la première photographie d'une exoplanète. Sur cette image, ce que vous voyez en fait ici, c'est une étoile et ici, c'est une planète qui orbite autour de cette étoile. Donc ça, c'est une photographie qui a été faite il y a environ 20 ans et depuis, les moyens ont considérablement progressé. Et ce que vous voyez également ici, ce sont des systèmes exoplanétaires, mais cette fois qui sont en cours de formation. C'est-à-dire que dans ces objets qu'on appelle des disques, heu, qui orbitent autour des étoiles, vont se former les planétésimaux qui vont ensuite former les planètes,
de ces systèmes extrasolaires. Et ce que vous voyez notamment ici, ce petit point lumineux, c'est exactement une planète qui est en train d'accréter de la matière et se former dans son disque d'accrétion. Donc dans cette présentation, ce dont je vais essayer de parler, c'est déjà d'expliquer qu'est-ce qu'on voit vraiment. Euh, de quoi on parle quand on parle d'une image. En fait, c'est pas quelque chose de si trivial. Et comme je l'ai un petit peu mentionné ici pour l'image du trou noir, euh, ces techniques consistent pas simplement à faire une photographie avec un simple appareil photo, mais sont un petit peu plus subtiles que ça. Ils font appel à des techniques assez spécifiques. Euh, donc je détaillerai du coup comment on obtient ces moyens, ces photographies, quels sont les moyens d'observation pour ça, et aussi quelles perspectives on peut attendre de ces nouveaux instruments, et quel nouveau regard ils vont nous permettre d'avoir. Juste pour donner quelques ordres de grandeur, afin de mesurer un peu le défi que cela représente, j'ai mis ici les échelles spatiales dont on parle quand on parle de ces observations astronomiques en particulier. L'échelle spatiale qu'on va considérer ici, c'est ce qu'on appelle typiquement la seconde d'arc et la milliseconde d'arc, donc qui est repérée ici. Donc, une seconde. Donc pour repérer un petit peu ces échelles spatiales, je les ai ramenées en fait au diamètre apparent de la Lune pour mesurer un petit peu les ordres de grandeur dont il est question ici. Donc fixer l'ordre de grandeur, une seconde d'arc par rapport à la Lune, c'est le diamètre de la Lune divisé par 2000. Donc ça correspond ici à cette échelle sur l'image que je vous montre ici. Si vous prenez cette image ici, le détail typique, la taille typique du détail que vous pouvez voir ici, c'est 100 millisecondes d'arc, qui correspond en fait au diamètre lunaire divisé par 20 000. Dans d'autres images de systèmes planétaires, on va vouloir descendre à la milliseconde d'arc, qui est égale au diamètre lunaire divisé par 2 millions. Et dans le cas du trou noir supermassif, l'image du trou noir, en fait, les détails typiques sur cette image sont de l'ordre de 40 micro-arcs-secondes. Et là, ça correspond au diamètre lunaire divisé par 50 millions. Donc en fait, 40 micro-arcs-secondes, c'est l'équivalent de quelques pièces de 1 euro qui seraient posées à la surface lunaire et dont on essaierait de faire une photographie. Donc c'est pour donner un petit peu les ordres de grandeur dont il est question ici. Et on voit avec ces ordres de grandeur, le diamètre de la Lune divisé par plusieurs millions, que ici, on va devoir faire appel à des techniques d'observation qui sont très spécifiques. Pour commencer, je vais reprendre un petit peu la démarche, on va dire, la démarche naïve, le raisonnement naïf qu'on peut avoir quand on réfléchit à cette notion de résolution. Naïf, c'est pas du tout péjoratif, hein, c'est-à-dire je pourrais dire aussi le raisonnement naturel qu'on peut avoir quand on se dit quelle est la notion de résolution qu'on a. Pour illustrer ça, je vais recommencer par juste déjà une image du ciel qu'on peut voir à l'œil nu. Donc, imaginez-vous l'été, allongé dans l'herbe, en train de regarder la Voie lactée. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire, mais je vous le conseille, c'est très agréable. Et quand vous regardez la Voie lactée, finalement, ce que vous voyez, ce n'est pas exactement des étoiles, euh, comme cette photo peut un peu donner l'impression, mais c'est une espèce de tache diffuse qui traverse le ciel et qui a une espèce de forme de nuage. En fait, ce nuage, il est constitué d'un très très grand nombre d'étoiles, rapprochées les unes des autres, et qui sont confondues par notre œil. C'est-à-dire que la résolution de notre œil n'est pas suffisante, et elle combine ces différentes étoiles dont on n'a plus l'impression de voir qu'un nuage. Donc ce nuage, comme je disais, il est composé d'étoiles, et la première personne, on va dire, qui a réussi à, à- à dépasser cette vision de la Voie lactée comme un nuage, c'est Galilée. Et ici, ce que vous voyez, c'est un dessin reproduit de la main de Galilée qu'il a fait au XVIIe siècle grâce à sa lunette. Et ce qu'il voyait en utilisant une lunette et plus seulement son œil, c'était, enfin, son œil derrière une lunette et plus seulement son œil nu, c'était justement de voir que ce nuage était composé d'une myriade de petites étoiles qu'il arrivait à séparer donc, avec son télescope. Son télescope, c'était quelque chose d'assez rudimentaire. En fait, c'était globalement deux lentilles qui combinaient qui combinaient ensemble pour avoir un pouvoir de zoom, on va dire,
sur les objets qu'il observait. C'était une lunette qui avait un tout petit diamètre, quelques centimètres seulement, mais qui lui permettait de zoomer environ 30 fois, et ce qui était suffisant pour résoudre les étoiles. Une autre observation qu'il a faite et que je trouve particulièrement impressionnante, c'était l'observation de Jupiter, et ça, c'est également un dessin de la main de Galilée, où vous voyez en fait des dessins de Jupiter au jour le jour, et où on voit les satellites de Jupiter qui orbitent autour de sa planète sur quelques jours. Alors on pourrait reprendre cette observation, et là par exemple ici c'est une simulation du jour exact où Galilée a fait son observation de Jupiter. Donc il y a des logiciels qui vous permettent de faire ça facilement. Et donc ce qu'on voit notamment, c'est qu'il ratait certains satellites, notamment les plus proches ici, et puis qui confondaient ceux-là, Ganymède et Europe, parce qu'ils n'étaient pas assez éloignés, donc il n'avait pas une résolution suffisante pour le voir. Donc le raisonnement naturel, ça pourrait être de se dire, mais donc Galilée invente la lunette, il peut zoomer sur les objets. Qu'est-ce qui l'a empêché de zoomer plus? Qu'est-ce qui fait que, par exemple, il n'a pas zoomé plus pour observer, pour mieux séparer ces objets, voire même zoomer à la surface de ces satellites? Alors la première raison qui explique ça, c'est que son instrument n'était pas assez lumineux. Et que finalement, en fait, un télescope, vous pouvez voir ça comme un entonnoir à lumière, quelque chose qui va récolter des photons. Et dans le cas de Galilée, cet entonnoir n'était pas assez grand, son diamètre n'était pas assez grand, donc il aurait beau zoomer, les objets qu'il aurait observés n'auraient pas été assez lumineux pour qu'il puisse en faire une image. Ça, c'est aussi quelque chose que vous pouvez rencontrer si vous faites de l'astronomie amateur. Vous êtes pas, il y a un moment où ça ne sert à rien de zoomer plus sur votre image. Si vous n'avez pas assez de lumière, vous ne voyez rien. Une première révolution par rapport à ça, ça a été le passage du télescope réfractif au télescope réflectif, c'est-à-dire d'un télescope basé sur des lentilles à un télescope basé sur des miroirs, qui a permis ensuite d'aller vers des tailles de télescopes de plus en plus grands, donc de plusieurs dizaines de centimètres, puis au XXe siècle à plusieurs mètres de diamètre, donc 2 mètres typiquement au milieu du XXe siècle, 8 mètres actuellement avec le Very Large Telescope, et puis plusieurs dizaines de mètres dans les années à venir avec l'Extremely Large Telescope dont je vais parler. Donc ça, typiquement, ça vous permet d'avoir ce gain sur vos images. Donc de cette image qui était prise de la main de Galilée, ici, vous avez une image où vous voyez beaucoup plus d'étoiles, les nébulosités autour de ces étoiles, etc. Simplement parce qu'il est plus lumineux. Et ici aussi, ce que je ne mentionne pas, c'est avec l'invention aussi de la photographie, puis ensuite des détecteurs qui permettent de faire ces images. Donc voilà, maintenant on peut se dire, ok, on a dépassé cette limite de luminosité, qu'est-ce qui se passait si on essayait de zoomer encore plus? Eh ben, si vous essayez de zoomer encore plus, ce que vous verriez d'abord, c'est ça, c'est une dégradation de votre image par l'atmosphère. Et ce que vous voyez ici, cette espèce de tache, en fait, c'est justement les fluctuations de l'atmosphère qui viennent brouiller votre image, et ce brouillage, cette tache, on l'appelle du speckle. Donc pour se libérer de ça, pour gagner encore en résolution, il faut s'affranchir de l'atmosphère. Et pour ça, il y a deux méthodes. Il y a deux méthodes. Je vais zapper ça. Il y a deux méthodes. La première méthode, c'est d'aller dans l'espace. Ça, c'est ce qui est fait avec des télescopes spatiaux. Et ici Hubble. Et en faisant ça, vous affranchissez des perturbations de l'atmosphère et vous retrouvez la netteté de votre image. Mais aller dans l'espace, c'est quelque chose de très difficile et très coûteux. De plus, vous avez accès qu'à un diamètre limité de télescope dans l'espace. Donc il y a un intérêt très fort à essayer de compenser cet effet depuis la Terre. Oh, je vais zapper ça aussi. Alors ça, par exemple, c'est le gain que vous pouvez avoir avec un télescope spatial, juste pour illustrer ce que je disais sur Hubble. Ça, c'est une image faite par Hubble, de Jupiter, pardon. Donc ici, ça correspond vraiment à la surface de Jupiter, avec un très grand nombre de détails, les nuages à la surface, ici la grande tache rouge, etc. Une autre image iconique de Hubble, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est cette image qu'on a appelée des piliers de la création, qui est en fait une nébuleuse de gaz opaque, dont Hubble a également fait l'image. Donc comme je disais, à part les télescopes spatiaux, on peut essayer de compenser cet effet depuis le sol. Il y a un intérêt très fort à ça.
Et ça, c'est une technique qui s'est développée qui est finalement assez difficile, et qui s'est développée, qui a commencé à se développer à peu près en même temps que Hubble a été lancé, donc au début des années 90, et qui s'appelle l'optique adaptative. Et l'idée ici, avec l'optique adaptative, c'est de compenser directement les perturbations du front d'onde, donc du front d'onde lumineux, qui arrive au niveau du télescope, par différents composants. Donc d'abord un miroir déformable qui va exactement reproduire la forme de ce front d'onde pour la compenser dans le système et l'envoyer de manière à l'envoyer corrigé vers le télescope. Donc envoyer un front d'onde plan vers le télescope. Ça, c'est le principe. La réalisation, elle est plus complexe. Il y a un grand nombre de composants à mettre en œuvre pour ça. Donc déjà, le miroir déformable est un composant complexe à mettre en œuvre. Et puis, vous avez aussi tout un dispositif de contrôle et de mesure de ce front d'onde qui est un dispositif complexe à mettre en place. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas trivial à mettre au point et qui s'est de plus en plus développé donc, à partir de la fin des années 90, puis dans les années 2000. Et une illustration de l'effet de cette optique adaptative, c'est le suivant. Ici, vous voyez une image prise avec un télescope géant, donc de 8 mètres, qui apparemment a toutes les bonnes propriétés pour faire des images. Ce que vous voyez, c'est que c'est une image qui est floue, simplement parce qu'elle est complètement floutée par l'atmosphère. Et en fait, la résolution de cette image, elle est typiquement de l'ordre de celle que vous auriez avec un télescope amateur d'une quinzaine de centimètres. Donc c'est très limité. Et vous voyez ici l'effet. Donc là, à côté, vous voyez l'effet d'aller dans l'espace. Ça, c'est une photo prise par Hubble. Donc on voit la différence de résolution entre les deux. Et puis ici, vous voyez la même image, mais prise avec un dispositif d'optique adaptative. Et là, on voit qu'on arrive à des performances qui sont similaires, voire même, dans certains cas, un petit peu meilleures que celles qui sont prises dans l'espace. Donc ça, c'était une première grande victoire. Donc là, c'est simplement une image pour donner pour illustrer l'effet de l'optique adaptative. Mais il y a des résultats vraiment majeurs qui ont été permis grâce à ça, et notamment ceux dont je parlais sur le centre galactique. Donc là, vous voyez une image du centre galactique, donc l'ensemble des étoiles au centre de notre Voie lactée qui orbitent autour du trou noir supermassif de notre Voie lactée. Ici, sans optique adaptative, toutes ces étoiles sont complètement floutées et brouillées ensemble. Et si en mettant en place une optique adaptative, vous arrivez à séparer ces étoiles dans le champ de vue. Et ça, ça a justement permis des travaux très très importants, notamment en faisant un monitoring de la position de ces étoiles au cours du temps. Là, vous voyez les années qui défilent. Par des observations en optique adaptative, on peut reconstruire la trajectoire des objets qui orbitent autour du trou noir supermassif. Et ça a permis notamment de contraindre l'objet qui était au centre de la Voie lactée, dont on ne savait pas forcément si c'était un trou noir supermassif ou autre chose, un autre objet astrophysique. Donc ces observations ont permis ensuite de mettre des contraintes sur cet objet et maintenant de pouvoir caractériser aussi un peu ses propriétés, typiquement sa masse, son rayon, etc. Donc comme je disais, ces observations elles ont été menées par deux équipes, une en Californie menée par Andrea Goetz et puis une en Allemagne et utilisant les télescopes du Chili et menée par Reinhard Genzel. Ici, donc comme je disais, c'est la photo également que j'ai montrée de première image d'une exoplanète. Et en fait, cette image, elle a justement été permise par la mise en place d'un système d'optique adaptative au Chili qui s'appelait NACO. Et donc ce système, en fait, a été mis au point à Grenoble, justement par l'équipe de Anne-Marie Lagrange. Bon, comme le temps passe, je vais avancer un petit peu. Maintenant qu'on a réussi à s'affranchir de cette limite imposée par l'atmosphère, on pourrait se dire comment aller plus loin. Est-ce qu'on pourrait se mettre à zoomer encore dans cette image et gagner encore en résolution? Si vous essayez de faire ça, même avec un système d'optique adaptative, ce que vous observez, en fait, c'est ça. C'est une espèce de tache un petit peu bizarroïde, avec des anneaux autour de cette tache, qui cette fois n'est pas liée à l'atmosphère, mais qui est réellement liée à votre système optique. En fait, c'est une limite
fondamentale imposée par votre système optique et c'est ce qu'on appelle, la limite de diffraction et qui est intrinsèquement liée à la nature ondulatoire de la lumière. En fait, pour s'affranchir en fait, cette limite de diffraction, elle dépend, elle est directement, enfin, elle est inversement proportionnelle à la taille, de l'ouverture de votre instrument optique. Ce qui fait que, plus vous allez avoir un instrument optique d'un grand diamètre, plus la taille de cette tâche va diminuer. Donc typiquement, hem, pour un télescope, amateur, en astronomie amateur, cette limite de résolution, elle est de l'ordre de 5 arcs-secondes. Heu, ici, bon, ici, il y a une typo. Ici, elle est plutôt, de l'ordre d'une fraction d'arc-seconde pour un télescope de plusieurs mètres de diamètre et puis pour un télescope de 8 mètres et plus, elle est de l'ordre de la dixième, d'arc-seconde, voire même moins. Donc là, une fois qu'on a un télescope suffisamment lumineux, une fois qu'on a un dispositif qui permet de s'affranchir de l'atmosphère, il va falloir, avoir un télescope qui a une ouverture de plus en plus grande si on veut encore gagner en résolution. Donc ça donc là, c'est ce que j'expliquais justement ici et donc pour faire ça, hem, donc ça, donc pour faire ça, il y a actuellement un grand nombre de projets, qui sont en cours, pour essayer d'augmenter cette résolution en augmentant le diamètre du télescope qu'on observe et et ça, c'est ça qui motive notamment le développement de toute une génération de télescopes géants, qui, vont dépasser un diamètre de 10 mètres. Donc notamment, côté américain, un projet, qui s'appelle le 30 Meter Telescope, qui a un diamètre qui a pour objectif d'avoir un diamètre d'une trentaine de mètres. Et puis côté européen, l'Extremely Large Telescope, qui a, projet d'avoir un télescope d'un diamètre de 40 mètres. Donc ici, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir gagner en résolution en augmentant, la taille de ce télescope. Ici, on voit qu'en fait, c'est des projets qui sont extrêmement complexes à mettre en œuvre, et notamment, on voit ici que, pour réaliser ce genre de télescope, on ne peut plus faire un miroir d'un seul tenant, comme c'était le cas avant, mais on est obligé de, regrouper un grand nombre de miroirs, c'est pour former ce qu'on appelle un miroir segmenté, un miroir décomposé en segments, qui va permettre d'avoir une taille d'une dizaine de mètres. Donc ça, ce sont vraiment des projets très actifs, et majeur pour, l'astronomie actuellement. Et donc ici, vous avez une vue d'artiste de cet Extremely Large Telescope qui serait construit au Chili et qui, comme je disais, aurait un diamètre de 40 mètres. En plus de construire le télescope en lui-même, il y a toute une série d'instruments qu'il faut mettre derrière, pour, l'exploiter au maximum et notamment, bah, ça c'est ce qui occupe en pratique, les laboratoires d'astrophysique et les chercheurs dans les laboratoires dès aujourd'hui et heu et ces instruments, une partie de ces instruments peuvent également être testés sur les instruments qui existent déjà pour pousser au maximum les performances, de ces instruments et ici, typiquement, vous avez une image, un schéma qui représente un peu toute la complexité d'un système d'optique adaptative qui est installé au Chili et qui s'appelle SPHERE, destiné à observer des exoplanètes. Je vais passer un petit peu parce que je vois qu'il me reste plus beaucoup de temps. Une image typique qu'on pourrait espérer avec ces grands télescopes, c'est celle-ci. Ici, vous voyez une image d'un système exoplanétaire qui est en fait une vraie image prise avec un télescope de 8 mètres et un système d'optique adaptative extrême. Ce que vous voyez, les petits points que vous voyez là, en fait, sont réellement des planètes qui orbitent autour d'une étoile et dont on a pris plusieurs photos au cours du temps, donc qui orbitent autour de cette étoile, hem, au cours du temps. Pourquoi je montre cette image? Parce que justement le but, de ces grands télescopes, ça va être de pouvoir généraliser ces mesures-là à un plus grand nombre de systèmes planétaires et puis aller viser, des résolutions qui sont plus faibles, c'est-à-dire des planètes qui sont de plus en plus proches, de leur étoile, pour s'approcher des planètes qui ont typiquement les propriétés de notre Terre, dans notre système solaire. Ici, pour compléter un peu cette vue, ça c'est une autre vue, d'un système planétaire que j'ai déjà montré, qui est un système planétaire en formation, hem et sur lequel j'ai repéré, pour donner une ordre de grandeur, la
la position de l'orbite de Jupiter. Et ce que vous voyez, c'est que même si on est capable actuellement de faire ces observations, ces objets sont quand même situés, enfin ces objets, ces planètes-là, sont quand même situés à des séparations très grandes, donc sont quand même euh, relativement différentes des planètes telles qu'on peut les voir dans le système solaire. Donc il y a un intérêt à pousser la résolution vers des faibles séparations qui ressemblent plus aux conditions de formation de notre système planétaire. Cette orbite-là, que j'ai dessinée là, on sait qu'elle sera difficilement accessible par des télescopes géants. Donc c'est un vrai défi pour l'atteindre. Donc on pourrait se poser la question, est-ce qu'on pourrait l'atteindre un jour et pousser encore cette résolution? Eh bien, étonnamment, la réponse est oui, mais elle fait appel à des techniques qui sont encore un petit peu plus complexes que celles que j'ai montrées avant, et qui sont ce qu'on appelle des techniques d'interférométrie, sur lesquelles je fais ma thèse. Donc l'idée ici, c'est plus seulement de faire une image via un télescope, mais de recombiner plusieurs télescopes pour gagner encore en résolution. Cette idée, en fait, elle a été au départ imaginée assez tôt, à la fin du 19e siècle, par un physicien français qui s'appelle Hippolyte Fizeau, qui au départ avait en fait utilisé un télescope seul, dont il avait masqué la pupille pour laisser passer uniquement de la lumière à travers deux ouvertures. Et en faisant ça, si vous avez fait un petit peu d'optique, vous savez que en faisant ça, vous produisez des franges d'interférence dont la période vous renseigne en fait sur la distribution spatiale de votre objet. En généralisant ce principe au cours du XXe siècle, on a pu aller vers des instruments qui étaient capables d'avoir des informations à très haute résolution sur la période sur la distribution d'intensité des objets qu'on observe, mais qui ne permettaient pas directement de faire une image. Et pour faire une image, vous êtes obligé... alors pourquoi pas directement de faire une image? Parce que ce que vous observez, c'est justement des franges d'interférence, donc ce n'est pas directement une image. Pour faire une image, ce dont vous avez besoin, c'est de recombiner plusieurs télescopes, et c'est ce qu'on appelle une technique de synthèse d'ouverture. Et l'idée, finalement, elle est pas si compliquée que ça. C'est que, pour comprendre l'idée de synthèse d'ouverture, ce dont vous pouvez imaginer, c'est que vos télescopes, ici, qui font des observations en mode interférométrique, c'est-à-dire qui produisent ces franges d'interférence ici, ces télescopes-là, vous pouvez imaginer qu'en fait, ils découpent une certaine portion d'une pupille plus grande, qui serait celle d'un télescope géant. Et en fait, en combinant deux à deux ces paires de télescopes, vous pouvez au fur et à mesure couvrir le plan de cette pupille de télescope géant. Et ça, mathématiquement, ça correspond juste à additionner chacune de ces franges d'interférence qui sont observées par ces paires de télescopes. Mathématiquement, plus exactement, ça correspond à ce qu'on appelle une transformée de Fourier en deux dimensions. Donc en fait, un interféromètre, c'est rien d'autre on va dire un système optique un petit peu spécial qui observe les fréquences spatiales d'un objet dans le plan de Fourier. Promis, je ne vais pas plus loin dans les détails techniques à ce stade. L'idée générale, c'est qu'avec ça, vous êtes capable du coup de reconstruire une image, mais à très haute résolution spatiale, parce que cette fois, la résolution, elle est liée à la séparation de vos télescopes, et donc elle peut atteindre plusieurs centaines de mètres. Et c'est notamment cette technique qui a été implémentée au Very Large Telescope, au Chili, notamment via un instrument qui s'appelle Gravity, que vous voyez ici, et qui recombine de manière interférométrique les 4 grands télescopes de 8 mètres qui se trouvent au Chili. Et notamment, cet instrument, il a été construit spécifiquement pour observer le centre galactique à très très haute résolution. Donc ça, c'était un travail qui était mené par l'équipe de Reinhard Genzel, et qui notamment a contribué au fait qu'il obtienne le prix Nobel cette année. Et là, l'idée, c'est que de manière interférométrique, cette fois, vous êtes capable de faire des observations à des échelles de l'ordre de 10 à 100 fois plus petites que celles d'un télescope seul de 10 mètres.
Donc ça, c'est ce qui a permis notamment de faire des études à très faible séparation autour du centre galactique pour commencer à voir des effets, extrêmement, étranges qui sont liés, à ces objets exotiques que sont les trous noirs supermassifs et notamment faire, des observations, des effets relativistes au bord de ce, trou noir, notamment 2 observations, assez impressionnantes. L'une qui s'appelle une observation de l'effet de redshift gravitationnel. Donc c'est un effet de rougissement, de des objets qui passent proches de ce trou noir et qui sont liés en fait à un effet de relativité générale qui s'applique sur ces objets. Et puis le deuxième effet qui est un effet de ce qu'on appelle de parallaxe, de précession pardon, de précession des orbites, des objets autour de ce trou noir, qui avait été, d'abord expliqué par Einstein sur Mercure au début du XXe siècle et qui ont été réobservés donc en 2019 par Reinhard Genzel autour du trou noir supermassif, de notre Voie lactée. Et cette technique d'interférométrie, c'est également, comme je disais, la technique, qui, permet de reconstruire une image à très haute résolution et qui a permis de faire l'image du trou noir l'image du trou noir dont on a entendu parler en 2019. Et cette image, cette fois, elle a été faite en radio et là, la technique est un petit peu différente. Elle consiste à recombiner, plusieurs radiotélescopes répartis à différents endroits de la Terre, à calculer, dans un superordinateur la corrélation de tous ces signaux et de cette corrélation en tirer l'image, ce qu'on appelait l'image du trou noir. Et ici, bah, la séparation, la taille typique, on va dire, du télescope virtuel que vous reconstruisez, en l'occurrence, elle faisait la taille de la Terre, parce que vous aviez des stations réparties sur différents continents. Ça, c'est ce qu'on appelle une technique de VLBI pour Very Long Baseline Interferometry. Et, et donc, cette technique, bon, je vais aller un petit peu plus vite. Ces techniques d'interférométrie et de synthèse d'ouverture, c'est justement ce sur quoi moi je travaille en thèse. Et notamment, moi, un des objectifs dans ma thèse, c'était de voir si une partie de ces techniques qu'on appelle de VLBI peuvent être transposées en partie dans le domaine optique, plus précisément pour des grandes longueurs d'onde en moyenne infrarouge. Et là, l'idée, ce serait, donc la motivation derrière ce travail, elle vient du fait que, recombiner de manière interférométrique des télescopes en optique, c'est très difficile. Ça suppose, de, recombiner des faisceaux optiques sur plusieurs centaines de mètres, avec une précision, de l'ordre d'une longueur d'onde, donc c'est-à-dire de quelques nanomètres. Donc ça demande des précisions d'alignement, et de contrôle de tous vos systèmes optiques qui sont extrêmement grandes. Et c'est ça qui explique que les observations, notamment menées par Reinhard Genzel, sont vraiment des prouesses technologiques. Moi, l'idée dans ma thèse, c'est de voir si on ne peut pas utiliser en partie les idées venant de la radio, parce qu'en radio, ce qui est fait, c'est que, comme je le disais, les signaux sont enregistrés au niveau de chaque télescope, puis recombinés a posteriori via un calcul de corrélation. Et donc moi, typiquement dans mon travail de thèse, des pistes qu'on creuse, c'est d'utiliser, par exemple, des technologies liées, à l'industrie des télécommunications pour faire un traitement optique du signal, hem, venant de ces télescopes. Ça passe aussi ce travail de recherche il passe aussi par des collaborations avec des gens qui, mettent au point des détecteurs, dans des labos de physique fondamentale et qui pourraient être utilisés dans ces instruments. Donc là, ces images ici, c'est pour illustrer un peu le fait, enfin, le fait que la recherche, c'est vraiment quelque chose, un processus qui est, donc là, c'est vraiment un processus qui est en cours, donc où on va essayer de collaborer avec des gens pour, mettre au point des nouveaux instruments qu'on pourra ensuite installer sur le ciel. Et pour, la motivation, ultime de ce genre de travail, c'est, ce genre d'observation. Ici, à droite, vous voyez une simulation d'un système planétaire en formation. Ici, avec ici des échelles spatiales qui sont de l'ordre, de celles qu'on peut observer dans le système solaire, donc des séparations de quelques rayons d'orbite terrestre. Donc ici, ce qu'on pourrait espérer voir avec de tels réseaux interférométriques, recombinant un grand nombre de télescopes optiques, ce serait de pouvoir faire une image, réellement de, ces objets en moyenne infrarouge et mieux comprendre comme ça,
les processus de formation planétaire qui mènent à notre système solaire. Et au-delà de ces projets, donc ici j'ai mis à titre indicatif les échelles de temps auxquelles on réfléchit pour ces projets. Et un autre projet interférométrique qui est extrêmement motivant pour une partie de la communauté, c'est les projets d'observation de systèmes, cette fois de systèmes planétaires, donc déjà formés, afin de les caractériser, et notamment afin de voir, de caractériser leur atmosphère et de voir quelles molécules sont présentes dans cette atmosphère, ce qui permettrait de renseigner sur les processus chimiques qui ont lieu dans ces atmosphères, et peut-être un jour d'identifier les combinaisons très spécifiques de molécules qui sont des signatures de processus vivants dans ces atmosphères. Donc ça, c'est pas du tout, ce genre de projet, c'est pas de la science-fiction, c'est des projets qui sont en cours d'élaboration, et c'est des projets de recherche, mais c'est simplement des projets qui ont un temps de développement qui sont longs. C'est des projets extrêmement complexes, des projets spatiaux, d'interféromètres spatiaux, donc qui demandent de recombiner des systèmes, des flottilles de satellites dans l'espace. Donc ce sont des choses très complexes à mettre en œuvre. Donc j'ai terminé ce panorama ce panorama des différentes techniques qui permettent de faire des images à haute résolution angulaire, et puis un petit peu les perspectives qu'elles ouvrent dans les prochaines années. Et pour terminer, je voulais juste mettre cette citation d'un passage du Messager des étoiles que j'ai cité quelques fois dans la présentation, par Galilée. J'aimais bien cette citation parce que aujourd'hui, finalement, il y a un Galilée, ça n'existe plus, dans le sens, il n'y a plus un seul astronome qui travaille dans son coin pour faire des observations, mais un Galilée, aujourd'hui, ce serait plutôt une équipe, un ensemble d'astronomes qui travaillent ensemble pour mettre au point des systèmes qui sont complexes. Et donc, tous les instruments que j'ai présentés jusqu'ici, ce sont en fait, ce Galilée, c'est un ensemble de centaines ou de milliers de personnes qui travaillent sur ces projets. Et finalement, à l'avenir, et je conclurai là-dessus, quelles images ça va pouvoir nous produire, ça, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Mais peut-être que déjà, dès aujourd'hui, elles nous font réfléchir un petit peu à la place que nous pouvons occuper dans l'univers. Et sur ces planètes dont j'ai parlé, ces exoplanètes, etc., on sait qu'on ne pourra jamais y aller, ou alors ce sera dans un futur extrêmement lointain. Mais ce dont elles nous font prendre conscience, c'est surtout à quel point notre propre planète est précieuse. Et pour ça, je voulais finir avec cette image, qui est une image prise par la sonde Cassini, où en fait, la planète Terre, c'est ce petit point, ce tout petit point bleu, qui contient tout, vous, moi et tout le reste des personnes sur Terre. Donc je voulais vous remercier, et juste pour terminer, je voulais citer, si le sujet vous intéresse, je voulais citer quelques livres sur lesquels je me suis appuyé pour préparer cette conférence, et notamment une histoire du chou de Pierre Léna, Pierre Léna, qui est une figure très très importante de ce domaine, et qui a écrit un livre vraiment passionnant sur le sujet que je vous recommande très fortement. Et puis il y a également Le Messager des étoiles, dont j'ai un petit peu parlé, et j'ai cité des extraits, et puis si vous aimez le théâtre, La vie de Galilée de Bertolt Brecht, qui vous permettra d'en apprendre plus sur Galilée et sur bien d'autres choses. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci à toi, Guillaume. C'était très intéressant, et ça a amené notamment Philippe Bajot à poser une question. Si vous voulez mettre votre micro pour la poser, je vous laisse faire. À part s'il n'est plus là, je poserai la question pour lui. Oui, pardon. Dans la photo du trou noir supermassif qui a été réalisé grâce aux résultats de l'interférométrie, en fait, donc, là, tu expliquais le redshift gravitationnel, mais dans l'image, on croit voir des lentilles gravitationnelles. Alors, est-ce que c'est juste un dessin? Ah pardon, oui, pardon. C'est une grosse erreur de ma part. Ça, c'est une vue d'artiste, hein. C'est pas une photo. D'accord. C'est une vue d'artiste. J'ai oublié de le mentionner. En fait, donc oui, là, c'est complètement une vue d'artiste et c'est un dessin. La vraie mesure du redshift, en fait, c'est celle-ci.
Donc ça, donc en fait, dans le cas de Gravity, ce que vous faites, c'est enfin, ce qu'on observe, c'est pas exactement une image, c'est quelque chose d'un petit peu plus complexe. C'est des franges d'interférence sur lesquelles on va ajuster un modèle, de l'objet qu'on observe. Donc c'est plus indirect qu'une image, et en ajustant ce modèle à ces observations de franges, vous êtes capable après de reconstruire, donc de déduire la, position, c'est-à-dire la séparation entre, les objets qui orbitent autour du trou noir, en l'occurrence une étoile qui s'appelle S2, et puis le trou noir, et puis repérer aussi l'angle, d'inclinaison par rapport à ce trou noir. Donc en fait, ce qu'on observe en pratique avec un instrument comme Gravity, c'est pas exactement une image, c'est des franges d'interférence qu'on vient ensuite ajuster. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, tout à fait, merci. Si quelqu'un d'autre a une question, n'hésite pas à ouvrir son micro. Bonjour, alors moi j'en ai une, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vous entends très bien. Donc c'est absolument fascinant, toutes les applications et toute la technique qu'il faut déployer pour obtenir ces images. Est-ce que les techniques qu'on utilise là, elles ont des applications dans le... est-ce qu'elles pourraient avoir des applications dans le monde, je dirais, quotidien? Ouais. D'accord. J'aime beaucoup cette question. C'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé là dans mes slides, mais j'aime beaucoup cette question. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Donc, dans les applications pratiques directes, oui, il y en a. Donc, par exemple, pour l'optique adaptative, un axe de recherche assez important, c'est l'application de ces techniques d'optique adaptative à l'ophtalmologie, pour faire l'imagerie de la rétine, enfin faire l'imagerie au fond de l'œil, parce que c'est des problématiques très proches en fait de ce qu'il y a en astronomie, parce que vous voulez faire une imagerie à travers un milieu turbulent qui est le corps vitreux dans l'œil. Donc en pratique, il y a maintenant des systèmes d'optique adaptative qui sont utilisés en ophtalmologie. Pour donner un autre exemple d'application, par exemple, moi dans ma thèse, comme je mentionnais, moi dans ma thèse, en fait, j'ai été amené à réfléchir pas mal à l'utilisation de composants télécoms pour faire du traitement de signaux à très très grande fréquence. Et ça, en fait, c'est une problématique qui est plus générale. Enfin, au départ, on n'a pas du tout réfléchi aux applications que ça pourrait avoir. On voulait le développer pour, pour notre problématique astrophysique. Mais en fait, il se trouve que ça a plusieurs applications, ce traitement de signaux RF à très grande bande passante. Donc, c'est un autre exemple d'application. Et puis, donc ça, c'est le premier niveau de réponse. Et puis, le deuxième niveau de réponse aussi, c'est que dans le cas de très grands projets, par exemple, je pense à l'ELT, voire même le HT pour l'image du trou noir, ces grands projets, en fait, enfin, particulièrement l'ELT, ils font appel à des industriels et à tout un écosystème d'industriels qui est très important. Donc, par exemple, la réalisation de l'ELT, ça fait travailler, en pratique, ça fait travailler un assez grand nombre d'entreprises, dont des entreprises françaises, qui vont, par exemple, fabriquer les miroirs dans le cas de l'ELT. Donc ça, c'est un autre genre d'application, on pourrait dire. Et plus généralement aussi, c'est des projets qui peuvent pousser des développements technologiques qui parfois ne peuvent pas être développés dans le cadre de plus petits projets. Donc ça permet de les lancer, on va dire, sur des thématiques qui, a priori, ne recherchent pas des applications, nous c'était notre cas, mais qui potentiellement peuvent en avoir ensuite. D'accord, bah merci, c'était très intéressant comme réponse. Merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait une question à poser? Sinon, je me ferai un plaisir de poser une de mes questions. Peut-être, merci d'abord pour la présentation. Le James Webb Space Telescope, Ouais. quelles attentes on peut en avoir et je demande pas quand est-ce qu'il va être lancé, mais voilà. Question qui fâche, oui. Ouais, quelles attentes pour y avoir de ce genre de télescope?
Ouais, très bonne question. Effectivement, j'ai pas parlé, enfin, j'ai parlé de Hubble, mais j'ai pas parlé du James Webb. Donc, juste pour, c'est vrai que c'est un peu un biais de ma présentation qui est plus orienté instrument au sol, mais juste pour, ouais, je vais me fixer là. Juste pour fixer un petit peu les idées pour ceux qui n'ont pas entendu parler du James Webb. Donc, le James Webb, c'est le successeur de Hubble. C'est un télescope spatial qui devait être lancé il y a quelques années, mais dont le planning dérive de plus en plus. Et qui est en fait c'est ce télescope ici, qui est lui-même qui est en fait un télescope segmenté pour. Alors, le diamètre exact, je ne sais plus, j'ai plus exactement le chiffre en tête, ça doit être. C'est un petit peu moins de 10 mètres, je pense. Donc l'intérêt du James Webb, c'est donc qu'il va être dans l'espace, donc pas de problème d'atmosphère et de perturbation atmosphérique, pas de problème de bruit thermique, c'est-à-dire que la plupart des observations dont j'ai parlé, ce sont en fait en infrarouge. Et en infrarouge, une des limites fortes qu'il y a d'observer sur Terre, c'est que la Terre, c'est un corps chaud, donc qui émet un rayonnement qui gêne les observations, qui limite la sensibilité des observations. Donc quand vous êtes dans l'espace, vous affranchissez également de cette limite, parce que l'espace, vous êtes dans le vide, donc vous pouvez faire des observations très très sensibles dans l'infrarouge. Donc ça c'est ce qui motive le James Webb, et ce qu'on en attend, c'est justement d'avoir des observations extrêmement sensibles, beaucoup plus sensibles même qu'avec des télescopes de plusieurs mètres sur Terre. Et notamment, ça a un intérêt pour les observations de systèmes planétaires et de formations planétaires, donc qui sont dans l'infrarouge, et pour lesquelles vous avez besoin d'une très grande sensibilité. Et en plus de ça, et ça c'est une remarque qui s'applique à la fois au télescope au sol et pour le James Webb, en plus de ça, il y a des développements vraiment très spécifiques, encore plus spécifiques que par exemple l'optique adaptative dont j'ai parlé. C'est des techniques qui vont permettre d'atténuer l'étoile, ce qu'on appelle des techniques de coronographie, mais il y a également différentes techniques de traitement d'image, afin de gagner encore en contraste sur les observations de ces exoplanètes. Donc ça, c'est des techniques qui sont aussi mises en place, par exemple, pour le James Webb. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, totalement. Merci. Très, très intéressant. Merci. Merci. Une autre question? Je peux enchaîner à la rigueur sur un autre télescope dont on a entendu pas mal parler, c'est Arecibo. Ouais. Voilà, avec sa destruction. Vous savez s'il y a des projets de refaire un télescope du même style, enfin un radiotélescope du coup, ou... Ouais. Voilà. Alors pareil, juste pour les autres, au cas où, pour replacer dans le contexte. Donc Arecibo, c'est un télescope radio donc qui observe à des longueurs d'onde, à des fréquences qui sont beaucoup plus basses que ce dont j'ai parlé ici. Donc c'est un télescope radio assez iconique qui se trouve dans une vallée en Amérique centrale, à Porto Rico, si je ne dis pas de bêtises. Et donc en fait, moi je suis pas un spécialiste de ces télescopes-là en particulier, mais et c'est un événement assez récent, donc c'est encore en train de bouger pas mal. Mais de ce que je comprends, il y a effectivement plusieurs proposals de la part des gens qui géraient Arecibo pour motiver alors pas forcément la reconstruction, pas la reconstruction à l'identique d'Arecibo, mais de réutiliser le site et puis le savoir-faire qui a été développé sur Arecibo pour faire un nouvel observatoire. Alors encore une fois, c'est très récent, donc c'est assez flou. Moi, j'ai vu passer des proposals là-dessus. Je ne sais pas exactement quelle forme ça va prendre. Le fait que Arecibo était très médiatisé, c'est que en fait, c'était un télescope vraiment iconique, c'est-à-dire que c'était un des premiers télescopes radio de ce genre-là dans les années 60. Et puis, c'est un télescope qui a également servi au programme SETI, donc de recherche de signaux radio extraterrestres. C'était vraiment un télescope iconique pour ça. Après, c'est vrai que c'est des observations assez spécifiques, donc la disparition d'Arecibo, comment dire,
C'est pas, ça a pas créé un arrêt brutal de l'astronomie mondiale, on va dire. Comme il y a pu avoir avec le Covid, par exemple. Là, c'est des observations qui sont plus spécifiques. Donc, l'avenir exact de ce genre de projet, je pense qu'il n'est pas encore exactement décidé. Ok, merci beaucoup. Donc, me concernant, du coup, j'ai quelques-unes de mes questions quand même. On a parlé donc d'union de télescopes pour avoir une meilleure résolution, une meilleure observation de l'espace, de l'univers. Et ma question, donc, si j'ai tout compris, c'était des télescopes au sol. Ouais. Est-ce que c'est envisageable d'avoir plusieurs, admettons, Hubble dans le ciel et de faire la même chose avec des télescopes spatiaux? C'est une excellente question. Alors oui, c'est envisageable, c'est très compliqué à faire. Enfin, c'est très, à la fois c'est très coûteux et c'est très complexe d'un point de vue technique. En fait, c'est quelque chose qui a été imaginé dès les années 90, en fait, avec des projets qu'on appelait Darwin côté européen et puis TPF, Terrestrial Planet Finder côté américain, qui sont en fait repris dans cette mission dont j'ai parlé à la toute fin de mon talk, donc dans la mission LIFE, qui est une mission pilotée par l'École polytechnique de Zurich. Donc oui, c'est envisagé. Ce qui explique qu'on ne l'ait pas encore fait, c'est qu'au moment où ces premières missions, donc Darwin, TPF, ont été imaginées, on n'avait pas encore le savoir-faire pour mettre au point ces missions. Donc c'est quelque chose qui a été en fait gelé au milieu des années 2000, qui n'ont pas été abandonnés, mais qui ont été gelés. C'est-à-dire qu'on a dit la complexité est trop grande, on ne va pas se lancer là-dedans tout de suite, parce qu'on risque de se casser les dents, mais c'est quelque chose qui pourrait être intéressant. Et aujourd'hui, la technologie a évolué, notamment avec les technologies liées au vol aux formations, grâce notamment au développement des technologies liées aux observations d'ondes gravitationnelles qui utilisent le même genre de technique. Donc ça, c'est des choses qui ont beaucoup bougé. Et donc, ce genre de mission est en fait en train de redémarrer. Et donc, c'est quelque chose qui est actif en ce moment et auquel les gens commencent à se grouper pour faire ça. Là, par contre, l'idée, c'est pas de recombiner exactement plusieurs Hubble, mais c'est de recombiner plusieurs sidérostats qui sont représentés ici, dont on va recombiner la lumière pour faire, pas exactement une synthèse d'ouverture, mais ce qu'on appelle un nuller, c'est-à-dire une sorte de masque qui va venir cacher la lumière de l'étoile pour atténuer fortement l'étoile et laisser passer la lumière de la planète afin de faire des observations à très haut contraste de ces systèmes exoplanétaires et pouvoir les caractériser et éventuellement savoir un jour s'il pourrait y avoir des molécules liées à la vie dessus. Merci de ta réponse. Et du coup, c'est un peu en lien avec. Actuellement, du coup, l'union des télescopes, etc., se fait uniquement au sol ou Hubble participe à cette union? C'est-à-dire qu'on combine des images à la fois de Hubble et à la fois de... C'est une bonne question. Alors ça, non, en optique, c'est pas possible. C'est-à-dire que pour faire une observation interférométrique, vous êtes vraiment en optique, vous êtes vraiment obligé de faire des franges d'interférence. Donc c'est-à-dire que vous êtes obligé de recombiner la lumière. Donc par exemple, ici, sur cette plateforme, mais au VLT, en pratique, c'est vraiment la lumière est transportée dans des tunnels, puis est recombinée pour former des franges d'interférence. Donc si votre réseau n'est pas cophasé, pour recombiner ces franges d'interférence, c'est quelque chose qui ne peut pas marcher. Donc par exemple, on ne pourrait pas prendre une image de Hubble, enfin prendre la lumière de Hubble et puis la combiner avec d'autres télescopes. Ça, par contre, c'est quelque chose qui est possible, entre guillemets, en radio, parce qu'en radio, vous êtes capable d'enregistrer le signal directement au niveau de chaque télescope, puis ensuite donc de l'enregistrer sur un disque dur, puis ensuite de traiter, de rapatrier tous ces disques durs vers un supercalculateur pour traiter cette information et reconstruire a posteriori votre signal. Et ça, c'est en radio.
Donc, c'est pas exactement la même chose. Ok, merci pour ta réponse. Moi, j'avais une question un petit peu sur toutes ces recherches, parce que c'est des recherches qui sont, enfin, des telles infrastructures sont très difficiles à financer. Et autant avec Hubble, on a un résultat qui est très visuel, même s'il y a beaucoup de travail, et donc c'est plus facile aux décideurs de finalement vendre le matériel, alors qu'avec toutes ces nouvelles technologies qui sont très intéressantes pour aller plus loin, finalement, c'est moins visuel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas des difficultés pour récolter des financements avec finalement la complexification des recherches là-dessus? C'est une bonne question. C'est vrai que ça fait la question, elle fait appel à 2 choses. Elle fait appel à la visibilité des recherches et versus aussi la motivation de ces recherches. La visibilité, c'est vrai que pour Hubble, elle est très forte parce qu'il y a des images iconiques. Enfin, comme je l'ai montré, on voit les piliers de la création, et cetera. Donc, effectivement, c'est un télescope qui, d'un point de vue scientifique, a été extrêmement important, mais d'un point de vue plus grand public, on va dire, a aussi été extrêmement important. C'est vrai que c'est moins le cas, par exemple, pour le Very Large Telescope, alors que son impact scientifique est très très fort. Donc en pratique, quand vous êtes chercheur, pour motiver, pour motiver le financement de ces choses-là, ce qui motive le développement de ces choses-là, c'est l'enjeu scientifique qu'il y a derrière. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, et j'espère que j'ai réussi à laisser transparaître un peu ça dans ma présentation, c'est que ces instruments, ils sont pas, c'est pas des gros joujoux. Ils sont pas faits là juste, ils sont pas là juste pour s'amuser. Ils ont une réelle motivation derrière, et la motivation, elle est liée à des cas scientifiques. Donc, moi, j'ai principalement parlé par exemple, des systèmes exoplanétaires. Donc, dans le cas de l'ELT, notamment, la motivation scientifique très forte derrière l'ELT, c'est qu'avec un ELT, vous êtes capable d'imager des planètes très proches de leur étoile, de l'ordre de quelques rayons d'orbite terrestre, et de les caractériser, donc dire potentiellement quel composé il y a dans l'atmosphère de ces planètes. Donc ça, c'est quand même un enjeu majeur. Si dans plusieurs dizaines d'années, on a des indices qu'il y a potentiellement de la vie sur une exoplanète, ce qui est difficile, hein. Je ne dis pas du tout qu'on a ce résultat-là, mais c'est l'objectif. Ça, ce sera un résultat majeur, je pense. Et dans d'autres communautés, par exemple, si vous prenez les communautés liées à la cosmologie, le fait de construire un ELT, c'est un enjeu majeur également, parce que ça va vous permettre d'accéder à des zones de l'univers qui sont très, très reculées, et donc de mieux comprendre toutes les questions, par exemple, d'expansion de l'univers, de composition, de la composition de l'univers, sa composition en matière noire, etc. Donc, ce sont des questions scientifiques qui sont très importantes. Après, justement, le prorata et l'investissement exact des États dans ce genre de projet, il dépend un peu de quelle résonance cette motivation peut avoir par rapport à des décideurs publics, et puis aussi les impacts pratiques que peuvent avoir ces projets par rapport à ces acteurs publics et ces États. Et par exemple, dans le cas de l'ELT, encore une fois, ces impacts pratiques, ils sont assez forts aussi, parce que vous avez des entreprises, par exemple Arios en France, qui dépendent directement du fait que l'ELT ait lieu ou pas. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'important. Et ça, c'est également important en France avec le spatial, parce qu'il y a plusieurs gros acteurs du spatial qui sont en France, par exemple Thales ou Airbus. Donc ce genre de mission, elle a une importance aussi pour ces entreprises-là. J'espère que ça répond à votre question. Oui, tout à fait, merci, c'est des sujets très intéressants. Merci globalement pour votre intervention. Merci. Merci à toi, du coup, Guillaume, pour cette conférence. Pour ma part, je l'ai trouvée très intéressante et, comme elle disait Oscar, fascinante. Je remercie tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, malgré l'horaire. Je les remercie. Et puis, donc, on vous attend pour le TAM 98 la semaine prochaine, en présentiel à l'Amphi, avec sur la patrouille de France. Merci à tous. Super, merci beaucoup à vous. C'était génial. Merci. Merci.